Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Bienvenue dans ce nouvel épisode, épisode 99. Aujourd'hui, on s'en va pour moi dans le Grand Nord parce que je suis jamais monté aussi haut que ça. On s'en va dans le coin de Amos à Saint-Marc, découvrir une distillerie, une miellerie, la Grande Ourse. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Donc aujourd'hui, je suis avec David Ouellette de la distillerie La Grande Ourse. Ça va bien, David? Oui, super. Salut, Patrick. Ben là, je connaissais pas du tout tes produits, je connaissais pas ta distillerie du tout. C'est pas un coin que je passe souvent. Fait que j'ai hâte d'en apprendre plus, puis je suis sûr qu'il y a plein de monde comme moi qui ont hâte de découvrir qu'est-ce que vous faites dans votre bout. Fait que avant de commencer côté distillerie, t'es qui toi, puis pourquoi que tu as décidé de partir une distillerie? OK, ben là, on part de loin. On part de loin parce que souvent, les gens qui parlent des distilleries, on dirait qu'il y a quelque chose qui va être un peu commun, c'est que c'est du monde qui parle de l'amour des spiritueux en premier. Moi, je suis pas parti de l'amour des spiritueux. L'amour des spiritueux est venu par après. Moi, je suis parti de l'amour des abeilles. Tu sais, moi, mon trip, c'est les abeilles. J'ai parti en 2006, fait que ça fait 17 ans. Cette année, ça va être notre 17e année qu'on est producteur apicole. Fait que moi, c'est les abeilles, ma passion, ça a toujours été mon trip. Puis, je sais depuis le début que j'ai parti ma ferme apicole que je ferais un jour de l'hydromel. Ça, c'était dans mes plans, j'avais ça en tête. Ça va être une hydromellerie un jour. On verra c'est quand, je sais pas, mais c'était dans le plan. Dans ma vision, 10 ans, mettons, quand j'ai parti au départ, il y avait de l'hydromel. Puis ensuite de ça, en plus de l'hydromel, la mode est un peu en ce moment au spiritueux, les gens trippent. Puis moi, je me suis mis à découvrir les spiritueux dès les dernières années. Je me suis mis à tripper, à goûter les gins du Québec. Ce qui a fait qu'en même temps que j'ai décidé de partir à l'hydromel, la passion de l'abeille m'a poussé à agrandir mon champ d'expertise, à agrandir les possibilités de transformation. Parce que moi, ça reste ça. La base, c'est on part de l'abeille, on crée le miel, on la fait créer le miel. Je veux pas trop me vanter, là, ils en font pas mal plus que moi. Je t'en fais pas mal, là, mais mes abeilles en font encore pas mal plus que moi. Puis, tu sais, moi, ça reste un trip de transformation. C'est de rendre le plus loin possible ce qu'on peut faire à partir du miel. Mais ma passion, c'est la matière première. C'est de partir du produit qui sort de la ruche. C'est de m'occuper de mes abeilles au printemps. C'est de réussir à faire développer ma ruche. C'est de réussir à avoir les odeurs. C'est de réussir à travailler dans les abeilles avec une bonne gang d'employés. On est une belle gang tripante. Ça me prend ce bout-là. Puis la consécration de tout ça, c'est de réussir à créer quelque chose que le monde va adorer, que le monde va triper, que le monde va consommer. Mais je pars vraiment du miel. C'est le miel qui est l'importance capitale dans tout ça. Même avant le miel, l'abeille. Je pars de l'abeille. J'imagine que dans ton coin, l'été est un petit peu plus court. Est-ce que tu as moins de production de miel ou c'est un peu égal à partout au Québec? Je connais pas les abeilles, là, fait que je te pose la question. C'est différent. La nature est bien faite. La nature, ce qu'elle va dire, c'est toi, ta saison est un peu plus courte que les autres, mais on va t'en donner un peu plus pendant ta saison. Puis, à mesure qu'on monte dans le nord pour faire de l'apiculture, dans tous les livres d'apiculture, la ligne la plus nordique pour dire que c'est possible de vivre de l'apiculture est à peu près 200 à 300 kilomètres en bas de chez nous. Ce qui veut dire qu'en théorie, je peux pas en vivre. On réussit, là, mais c'est pas toujours facile. Sauf que ça fait qu'il va y avoir des inégalités au niveau des mielés. Fait qu'on va avoir des très, très bonnes mielées certaines années, meilleures que dans le sud du Québec, mais il y a d'autres années qu'on va en avoir des bien moins bonnes parce que c'est un peu plus aléatoire. Sauf que la luminosité est plus longue ici. À Saint-Jean-Baptiste, on va avoir 2 heures de plus, 1 heure et demie de plus que les gens dans le sud du Québec. Mais les abeilles aussi ont ça plus de temps pour butiner. La fraîcheur des nuits va venir concentrer les sucres. Ça va faire que les abeilles vont avoir un peu moins besoin de travailler le miel. Le nectar qui sort des fleurs, ils vont avoir un peu moins besoin de le travailler avant d'atteindre le niveau du miel, ce qui fait qu'ils vont réussir à repartir plus vite d'en chercher d'autres. Ils vont avoir plus de ressources de la ruche qui vont être attribuées à aller chercher le nectar au lieu d'être en train de le travailler. Ce qui fait qu'au final, on n'a pas des moins bonnes. Je dirais que la plupart des années, on a des meilleures moyennes que ceux du Québec. Mais il y a d'autres saisons que c'est vraiment moins bon. On est très, très, très... tu sais,
tous les agriculteurs sont au dépens de l'agriculture, sont au dépens de la nature, mais je te dirais que plus qu'on va dans le nord, c'est pareil dans le grain, c'est pareil dans la majorité des productions agricoles, c'est un peu plus difficile parce que c'est un peu plus aléatoire les récoltes. Et puis, j'imagine que le miel doit être différent aussi, les arômes, là, contrairement ici, que c'est beaucoup de trèfle, quelque chose comme ça. C'est quoi qui prédomine dans ton coin ou c'est quoi qui fait la particularité de ton miel? Mais nous, il y a moins de diversité, évidemment. Sauf nous autres, on va appeler le miel selon les saisons. On va travailler avec les saisons. Fait qu'on va avoir un premier miel qu'on va sortir à Saint-Jean-Baptiste environ. Puis ça, c'est un miel qu'on dit miel de printemps, mais qui va être en majorité. Les deux fleurs majoritaires, ça va être le pissenlit puis le saule. Après les arbres, la feuille de saule. Fait que, dépendamment des années, parce que, par exemple, le pissenlit rendu en haut, 23 degrés Celsius, il coule plus. Dans notre jargon, on dit qu'il coule plus, ça veut dire qu'il n'y a pas de production de nectar. Fait que les abeilles n'iront pas sur celui-là, ils vont chercher ailleurs. Puis des fois, il est tout seul, il est en même temps que les pommiers, mais nous, on ne fait pas de pollinisation dans le pommier. Fait que, il va y avoir un peu de pommiers sauvages. Fait que là, ils n'auront pas grand-chose cette semaine-là parce qu'il faisait trop chaud. D'autres années, il va faire exactement la bonne température, entre 21 et 23. C'est là que la production est maximale dans le pissenlit. Fait qu'il y a des années qu'on va avoir un miel de printemps qui va être un peu plus rougeâtre, qui va être un peu plus saule, un peu plus sucré, un peu plus piquant. Puis tu as d'autres années qu'on va avoir un miel qui est jaune, mais vraiment un jaune intense. Et là, on est dans le miel de pissenlit, là. Ça reste, c'est aussi la beauté de la chose, c'est que c'est un produit de terroir. C'est que d'une récolte à l'autre, d'une année à l'autre, d'un territoire à l'autre. Moi, j'ai parlé avec des vieux apiculteurs qui disaient j'ai déménagé ma miellerie de 300 km, puis j'ai failli faire faillite parce que je savais plus comment travailler. Ça devenait un autre métier. 300 km plus loin, c'est plus les mêmes dates, c'est plus les mêmes miellets, c'est plus la même façon de travailler. Il faut apprendre à vivre avec le territoire. Quand on commence en apiculture, première chose qu'on fait, on appelle les apiculteurs du coin. Dans mon coin, il n'y en a pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Je suis le seul, le plus proche est à 200 km. Fait que, on appelle les autres. Fait que j'appelais des gens dans le sud du Québec, je posais des questions, j'essayais de me former parce qu'il n'y avait pas de formation. Maintenant, il y a une très bonne formation, mais il n'y en avait pas dans le temps. Fait que j'essayais de me former, puis il n'y a personne qui me répondait à la même chose. Puis je trouvais ça frustrant au début parce que je pose la même question à 3 apiculteurs, j'ai 3 réponses complètement différentes. Puis maintenant, j'ai des petits nouveaux qui m'appellent, puis quand je leur réponds, je le sais qu'ils ont eu une réponse contraire la veille par quelqu'un d'autre. J'ai fini par comprendre que ça se peut qu'il y ait d'autres raisons en plus, des apiculteurs-là. Là. On est comme ailleurs. C'est normal. Mais c'est la beauté de la chose. C'est ce qui fait qu'on ne se tanne pas du métier. C'est ce qui fait qu'il y a toujours une magie, il y a toujours de quoi de nouveau à apprendre, il y a toujours de quoi de nouveau à découvrir. Même un apiculteur que ça fait 30 ans qu'il fait ça, des fois, il change ses techniques complètement. Il dit on va essayer de travailler autrement, ça ne marche pas comme ça, finalement, ça serait mieux ça. Il n'y a pas une façon fixe, précise. C'est pas une recette. L'apiculture, c'est pas une recette. On travaille avec le vivant. Il faut apprendre à connaître le vivant, à connaître nos abeilles. C'est le fun d'écouter parler. On sent la passion qui se dégage. On sait que tu as fait essai-erreur, puis tu as essayé de développer quelque chose qui n'existait pas dans ton coin. Puis je pense que tu as un beau succès. Il s'est passé combien de temps entre ta première ruche puis ta première hydromel? Moi, j'ai commencé, peut-être j'ai reculé un peu de professeur. Mes études, c'est en automatisation. Fait que moi, j'ai étudié en électronique industrielle. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Je travaillais pour des entreprises. On programmait des moulins à scie, surtout, à l'étranger. Fait que j'ai fait en France, en Finlande. Je me suis promené un peu partout sur la planète à programmer des machines. Puis, la vie de start-up me convenait plus. J'adorais le voyage, mais une fois que j'ai eu mes enfants, une fois que j'ai eu mon premier petit gars, j'ai dit la vie de start-up à l'étranger, de partir 2 mois pour un contrat, puis revenir, puis pas avoir vu mon gars apprendre à marcher. Il y en a que ça ne le dérange pas. Moi, je n'étais pas capable. Fait que là, je me suis cherché autre chose. Puis je ne trouvais pas trop dans mon coin. Je voulais rester enraciné dans mon territoire avec mon monde, avec ma famille et tout. Fait qu'à m'amener d'un soir, un party, j'ai rencontré un gars qui s'est même parlé de ses abeilles. Lui, il avait une trentaine de ruches, il était en train d'essayer de décoller sa business. Moi, aucun background agricole. Comme tout le monde, je veux dire, il y a 3 générations, oui, là, mais aucun background agricole proche. Pas de notion en agriculture, rien. Mais là, je me suis mis à triper ses abeilles. Toute la soirée, il m'en a parlé. Le lendemain, je suis allé passer la journée chez eux. J'ai passé la journée avec lui à travailler dans les abeilles. J'ai vraiment adoré ça. La semaine d'après, j'ai acheté 4 ruches. Fait que là, c'était un hobby. Mais j'étais encore en questionnement. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je suis en réorientation de carrière. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Mais j'avais le hobby des abeilles. À la fin de cette saison-là, j'ai tellement trippé dans les abeilles que j'ai décidé que c'est de ça que je veux vivre.
Puis là, on est en 2006, fait que j'ai pris la décision, je veux gagner ma vie de ça. Fait que là, tu t'en vas rencontrer la financière agricole ou la banque pour leur dire, je veux vivre de la production apicole. OK, as-tu un voisin qui réussit à vivre de ça? Tu connais-tu quelqu'un? Tu penses-tu que ça a des chances de marcher? Fait que personne ne me croyait. Là, j'étais comme un hurluberlu qui essaye de pelleter des nuages puis qui pense qu'il va gagner sa vie à faire ça. Fait que ça a pris bien du love money. Fait que emprunté de l'argent aux beaux-parents, aux parents, j'ai vendu ma vieille Westphalia, j'ai sorti tous mes rêves, j'ai dit, OK, all in, on fonce puis on décolle là-dedans. Ça a été lent, ça a été beaucoup d'apprentissage parce que comme je disais tantôt, il n'y avait pas de formation en apiculture. Il y en avait une à Alma qui était en train de se bâtir, mais à chaque année, les 3 premières années que j'ai décollé, Alma essayait de partir sa formation en apiculture, puis à chaque fois, il n'y avait pas assez d'inscription. Fait qu'il me rappelait pour dire désolé, c'est cancellé, pas assez d'inscription. Fait que j'ai fini par l'apprendre sur le tas. Mais moi, j'étais assez autodidacte, ce qui fait que ça m'allait quand même. Mais il y a beaucoup d'erreurs que j'ai faites que je n'aurais pas faites si j'avais eu une formation, une bonne formation de base. C'est un peu pour ça, maintenant, j'en donne des formations en apiculture. C'est juste des formations d'initiation, mais les gens viennent passer une journée complète. Quand je leur vends des nucléis, quand je leur vends des ruches, ils viennent passer la journée avec moi avant, une journée complète à se faire bourrer le crâne de bien de la théorie, puis un peu de pratique, puis après ça, ils repartent avec les abeilles. Fait que pour répondre à ta question, je me suis perdu un peu, excuse-moi. Quand j'ai commencé en 2006, puis que j'ai mis le plan d'affaires, puis que j'ai pensé ma vision de quoi ça avait l'air, comme je disais tantôt, je m'imaginais 10 ans plus tard avec une hydromellerie. Je savais que je ferais de l'hydromel, je voulais un site qui était rempli de monde. Ça aussi, ça faisait peur aux financiers parce que vous autres, dans le sud du Québec ou Québec partout, c'est facile parce qu'il y en a de ça. C'est des broussailliers, ça fait longtemps, il y a de ça partout. Ici, en Abitibi, c'est assez récent. Nous autres, je dirais, on n'est pas les premiers, mais proches d'avoir une boutique à la ferme sur une artère passante. Il passe quand même 3000 véhicules par jour en avant de chez nous. Fait que là, de réussir à bâtir un projet agro-touristique où le monde va venir faire des visites à la ferme, vont venir à une boutique, puis ils vont remplir la place. Parce que moi, c'est ça, mon trip, c'est pas de vendre mes produits à la grandeur de la province. On a quand même un bon chiffre d'affaires. On est rendu à peu près à 1 million de chiffre d'affaires, mais ce chiffre d'affaires-là, il se fait juste en Abitibi. Puis j'espère continuer, puis on a encore beaucoup de projets de développement, on va encore ajouter plein de choses. Puis mon rêve, c'est de ne pas avoir besoin de sortir de l'Abitibi. C'est pas que je vous aime pas tout le monde en dehors. C'est juste que moi, ce que j'aime, c'est que le monde vienne me voir, qu'ils viennent me rencontrer, viennent acheter sur place. Puis des entreprises comme ça, c'est ce qui crée des différenciations de région. C'est ce qui fait que quand on voyage puis qu'on va quelque part, on retourne pas manger McDonald's parce que c'est la même chose dans toutes les régions qu'on est habitué à quelque chose. On va découvrir les attraits de la place, on va découvrir les produits de la place. Fait que moi, je trouve qu'il n'y en a pas assez de ça. Puis je parle pas juste de distillerie, là. Je parle hydromellerie, les alcools, mais même tous les produits. On va quelque part, puis on a connu quelque chose d'unique qu'on n'aurait pas pu acheter au marché Jean Talon, qu'on n'aurait pas pu acheter ailleurs. Puis je comprends, je conçois que les producteurs, on a besoin, on n'a pas toute la chance de réussir à créer un réseau comme ça. Mais moi, je dirais que j'ai réussi à créer un réseau. On a réussi à créer quelque chose qui fait qu'on réussit à en vivre en restant juste régional. Ça, je trouve ça vraiment trippant. Mais ça se peut que l'hydromel. L'hydromel, je dis ça, mais je commence à faire des pourparlers en ce moment, puis je commence à travailler le marché pour probablement sortir, pas avec tous les produits, parce qu'on va revenir à ça, mais moi, mon permis de distillateur, c'est un permis artisanal. Donc, mes produits artisanaux, je ne les vends pas en SAQ. Fait que moi, c'est pas une grosse production. J'ai commencé à faire le gin il y a 1 an et demi, à peu près. Je suis rendu à 4 ou 5 000 bouteilles de vendues. Là. Fait que, tu sais, c'est une vente seulement sur place. Puis, moi, ça me va comme ça. Je n'irais pas ça qu'il y ait un changement de cadre réglementaire pour réussir à fournir des restos ou fournir des bars pour se faire connaître un peu plus, mais rester régional. Mais j'ai pas l'intention de rentrer dans les SAQ, étant donné les marges, étant donné ce que ça implique de travailler avec le réseau des SAQ, c'est d'être obligé d'avoir des volumes beaucoup plus grands. Tandis que en travaillant de façon artisanale, moi, je suis obligé d'utiliser le miel de mes ruches, je suis obligé de travailler avec mes abeilles toute l'année pour réussir à produire ma matière première, qui, elle, va être fermentée, puis ensuite de ça, elle va être distillée. Avec une deuxième distillation pour le gin, puis il y a plusieurs procédés différents pour les autres produits, mais ce qui est commun de tous les producteurs artisanaux, les permis artisanaux, c'est important de le dire. La plupart des gens commencent à le savoir, mais c'est important de le dire, c'est qu'on part de notre matière première. Ça, c'est
complètement autre chose. C'est complètement autre chose. Au lieu d'acheter un alcool déjà fait, on vient retravailler. Il y a quand même un savoir-faire, je ne dis pas qu'il n'y a pas de savoir-faire, mais le fait de partir de zéro, de partir de la base, d'avoir passé des semaines, des mois de temps à travailler avec mes abeilles avant de réussir à créer ma matière première, puis ensuite de ça, la fermenter, puis ensuite de ça, la distiller, c'est tout qu'un autre défi. C'est toute qu'une paire de manches. Oui, puis même si tes ruches sont éparpillées un peu partout pour aller ramasser ce qu'ils ont besoin des abeilles, tu peux même pas dire ben, je vais enlever le miel sur place puis je vais juste ramener le miel à la maison. Il faut que tu emmènes tes cadres à la distillerie, ben, à la miellerie, puis enlever le miel là. Fait que, ça rajoute des étapes toi, de job que c'est pas évident. Le côté artisanal, qu'il faut vraiment que tout vienne de chez vous, chapeau. C'est une belle passion parce que c'est là que tu vas vraiment mettre ton terroir puis ton savoir-faire à l'œuvre pour donner un produit final. C'est sûr que pour un consommateur comme moi qui est loin, c'est plate un peu de dire ah, il y a un super beau produit dans le coin d'Amos, puis je pourrais peut-être jamais goûter sauf en y allant. Mais en même temps, je comprends très bien le fait que tu dis ah, on va créer un attrait, on va créer un engouement autour de nos produits, puis le monde n'aura pas le choix de venir dans le coin pour découvrir nous autres, puis en même temps, mais ils vont découvrir le reste de ma région. C'est le fun aussi de voir ce côté-là. Là. Ben, faut venir. Faut juste venir, Patrick, on t'attend. Toutes les régions du Québec sont le fun à visiter. Faut faire le tour, faut se promener, faut aller connaître les places. Puis, tu sais, on se mentira pas, le marché des spiritueux est de plus en plus saturé. Ce qui fait que chaque SAQ au Québec commence à travailler beaucoup moins avec des produits fidélisés aux consommateurs, puis à travailler avec les produits régionalisés. Fait que, veut pas, on en revient quand même à ce que je dis. Il y a beaucoup de distilleries qui vont avoir de plus en plus de difficultés à sortir leurs produits dans le réseau complet des SAQ, qui vont réussir à les sortir de façon régionale, étant donné qu'il y a une trop grande offre. Fait qu'on va revenir un peu à ça. Sauf que dans le cas des SAQ, dans le cas de ce réseau-là, dans le cas de ces producteurs industriels-là, ça vient causer des problèmes majeurs de rentabilité. Parce que dans le cas d'un distillateur artisanal, moi, je n'ai pas la contrainte de verser. Quand je vais directement à la ferme chez nous, je n'ai pas besoin de verser la quote-part, la plus-value, je ne me rappelle plus le nom qu'il appelle, mais je n'ai pas besoin de payer la taxe de 52 % à la SAQ quand je le vends moi-même. C'est l'avantage que j'ai, qui vient compenser pour d'autres choses qu'on n'a pas, mais c'est un avantage qu'on a, nous, en étant un producteur artisanal. Bon, fait qu'avant qu'on rentre profondément dans tes produits distillés, on va continuer le trajet vers chez vous. Comment qu'on fait pour se rendre chez vous? Mettons, je pars de Montréal, je pars de Québec, là, c'est quoi la meilleure façon de se rendre chez vous? Puis, tu peux nous dire 2-3 affaires qu'il y a à faire, soit en chemin ou autour de chez vous. On va par la 15, après ça, on prend la 117, on traverse le parc La Vérandrie, on arrive à Val-d'Or, puis rendu à Val-d'Or, on s'en va vers Amos. Puis nous, la distillerie, hydromellerie, miellerie, c'est Tente, Amos, puis Val-d'Or. Puis, tu sais, l'Abitibi, c'est le paradis de la nature. Ceux qui aiment le trekking en forêt, la marche, la motoneige, quand vous êtes en hiver, ça se rend en motoneige ici. Il y a moyen de faire tout partout. Puis, il y a beaucoup d'attraits. L'agro-tourisme n'est pas fort, mais il y a quand même beaucoup de tourisme. On a la Cité de l'Art. Si vous voulez connaître le monde des mines, il y a moyen de descendre sous terre, faire une visite, on descend sous terre. Sinon, il y a le refuge Pajot, qui est un attrait majeur dans le coin ici, qui est une place où ils gardent les animaux malades qui vont les remettre en liberté. Fait il va y avoir beaucoup de naturalisation, il va y avoir beaucoup, ils parlent des animaux. C'est un attrait vraiment trippant. Sinon, on a le labyrinthe des insectes. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire dans le coin. Puis, il y a évidemment la miellerie. Puis à la miellerie, tu sais, je vous ai parlé, je faisais les produits, j'ai la boutique, mais on fait aussi ce qu'on appelle un safari apicole. Fait que le safari apicole, c'est que moi, quand j'ai commencé, dès mes débuts, j'ai commencé à faire un peu des visites. J'avais des groupes scolaires qui venaient, j'avais peut-être 1 500 personnes par année qui venaient visiter. Je leur faisais une visite spéciale. J'avais fait, comme beaucoup d'apiculteurs font, j'avais fait un trou au bout de ma grange. J'avais mis un moustiquaire, puis l'autre côté de ça, moi, j'ouvrais des ruches. Je leur parlais des abeilles pendant 1 heure et demie de temps. Je montrais ça aux enfants, puis eux autres, il y avait un estrade dans la grange de l'autre côté, puis ils regardaient ça. C'était très, très authentique. Les fesses sur le bois, puis ah ouais. Puis là, quand on a, nous autres, j'ai eu une grosse phase de développement de l'entreprise en 2013. En 2013, on est venu, on a changé la miellerie de place. Je suis devenu sur la 111.
sur l'artère passante sur laquelle que je suis. Au départ, c'était juste pour rajouter une boutique. Je voulais commencer à faire de la vente directe. Où est-ce qu'on était avant? J'étais trop loin. En Abitibi, une pancarte avec 2 kilomètres par là pour une boutique, les gens ne tournent pas. Partout ailleurs, oui, mais en Abitibi, pas encore. Je savais que si je voulais que ça marche, ma boutique, il fallait que je sois directement sur l'artère passante. Au départ, je voulais acheter juste un terrain, construire une boutique. Puis, ce qui a fini par arriver, c'est que la personne du terrain que je convoitais, la personne qui était propriétaire de ce terrain-là, m'a dit, moi, je vends l'affaire au complet pour rien. Puis nous, c'est plus abordable une terre ici que par en bas, ce qui fait que j'avais les moyens d'acheter la terre au complet. J'ai acheté la terre juste pour bâtir une boutique. Puis ensuite de ça, je regardais, puis c'était comme vraiment un beau spot. Puis j'ai dit non, finalement, c'est pas juste une boutique qui vient ici, c'est l'entreprise au complet. Il faut que la boutique, faut que ça soit le cœur de l'entreprise, mais il faut que ça soit sur le site. Il faut pas que ça soit ailleurs. Sinon, ça devient comme un point de vente. C'est pas un point de vente, c'est le cœur de l'entreprise où ce que les gens viennent nous rencontrer, viennent acheter nos produits. Là. Fait que ça, c'était en 2013 qu'on a fait cette grosse phase de développement-là. On est venu bâtir ça ici. Puis là, ça a tout changé. Là, on s'est mis à faire le safari apicole. Le safari apicole, au lieu que les gens regardent les ruches du bâtiment, ce que je fais, c'est que j'ai bâti une grosse charrette safari qui rentre à peu près 30 personnes. Là-dedans, il y a une estrade, puis c'est fermé par des moustiquaires. Puis c'est tiré par un tracteur. Fait que 2 fois, 3 fois par jour, ça dépend. On part avec la charrette, on remplit ça de gens, puis on s'en va, on fait un trajet d'à peu près peut-être un 300 ou 400 mètres, puis on se rend en plein cœur d'un rucher. Rendu au rucher, là, j'arrête la charrette, moi, je débarque du tracteur, puis là, j'ouvre les ruches. Je leur montre des abeilles. Je me mets des abeilles sur les mains, d'en face. On n'est pas habillé, là, le monde tripe, puis quand ça va bien. Là, 2 fois, on se fait piquer. Ça aussi, le monde aime ça. Le monde adore ça quand on se fait piquer. Puis ceux qui avaient un peu plus de guts, à peu près 100-150 pieds avant d'arriver au rucher, je les débarque, puis eux autres, ils ont loué un habit. Fait qu'ils ont l'habit, puis eux autres, ils viennent des ruches, puis au lieu d'être dans la charrette protégée, ils sont juste à côté des ruches. Eux autres, ils ont signé un disclaimer que ça se peut qu'ils se fassent piquer. Ça arrive des fois, mais c'est rare. Là. Mais c'est déjà arrivé. Là. Puis eux autres aussi, avec des gants, eux autres, par exemple, habillés, puis avec des gants, ils vont avoir des abeilles sur les mains, ils vont tenir les cadres, ils vont peser le poids d'une... Parce que ça a l'air de rien, là, mais une hausse, quand c'est rempli de miel, là, ça pèse 80 livres. Là. Fait que souvent, les gens font le saut là, à quel point c'est pesant. Là. Fait que c'est vraiment une expérience trippante. Ça vaut la peine de monter en Abitibi juste pour ça. Là. Ça donne le goût, ça donne le goût. Je suis en train de repenser à revoir mes vacances d'été, là. Oh, ça. Puis en finissant cette visite-là, la visite dure à peu près 90 minutes. Puis en finissant la visite, ben là, je fais goûter les produits, les miels, les caramels, les chocomels, tous les produits alimentaires, les hydromels, nos 4 hydromels, eau de vie, gin. Fait que là, les gens vont goûter à tout. Puis ça se termine dans la buvette. La buvette, on a rajouté ça il y a 2 ans. Il y a 1 an, excuse, même pas 1 an. On a essayé il y a 1 an, mais ça a pris du retard avec la COVID. Fait qu'on a ouvert le mois d'août. Au mois d'août, on a ouvert, c'est un genre de petit bistrot-bar. On sort de la buffe de porc, puis on sort tous nos alcools, puis un paquet de drinks à base de nos alcools. Fait que des cocktails, il y a du cocktail sans alcool, puis il y a du cocktail avec tous nos alcools aussi. Wow. Fait que ça, c'est une super place pour du 5 à 7. Le monde, il loue la place en hiver. En hiver, je ne suis pas ouvert à tous les jours, mais en été, on est ouvert à tous les jours pour les 5 à 7. La fin des visites l'après-midi, ça se remplit. J'ai une belle terrasse extérieure, on a un petit foyer. Il va y avoir un four à pizza l'année prochaine. J'ai encore la tête plein de projets. Il y a plein de choses qui s'en viennent encore. Yes. Tu en as parlé un peu. Là, tu as un gin puis un eau de vie. On va rentrer là-dedans. Fait que là, ça fait pas hyper longtemps. Ça fait 2 ans que tu distilles. Comment tu as fait ton choix d'alambic? Ça s'est passé comment? Ben, moi, j'ai travaillé avec quelqu'un qui se promène, qui a de l'expérience, qui a travaillé sur plusieurs fermes, qui m'a proposé un produit. Je dirais, même quand je l'ai engagé, comme je disais tantôt, moi, mon gros trip, ça reste, comme je disais, le miel, ça reste l'abeille. Fait que j'avais déjà décidé il y a longtemps que je ferais l'hydromel, parce que l'hydromel, c'était comme une consécration de la transformation du miel. Fait que j'ai engagé un consultant. J'ai fait de la formation il y a 10 ans, j'ai lu beaucoup depuis, j'ai fait des tests, mais j'ai engagé un consultant, puis quand le consultant est venu chez nous, c'est lui. À force de parler, je suis devenu chum avec, puis à force de parler avec mon consultant, il m'a comme convaincu de rentrer dans le monde des spiritueux en plus. Fait que c'est là qu'on s'est mis à travailler. C'est un alambic polonais. Ça vient, c'est un G-Still. G-Still, puis c'est un alambic qui est semi-automatisé, qu'on est capable, quelqu'un qui comprend rien serait capable d'utiliser quand même. Mais tu sais, faut comprendre ce qui se passe, il faut comprendre la théorie, il faut comprendre ce qu'il y a en arrière. Mais c'est un alambic qui est très, très facile à travailler.
Il y a beaucoup de facilités, il y a beaucoup de programmation que tu peux faire, qu'après ça, ça se fait tout seul. Il n'y a pas d'opération manuelle d'ouverture-fermeture de valve. Cette opération-là a été faite par des coupes qui ont été décidées la première fois qu'on a fait des tests. Puis ensuite de ça, je dirais que ça va arriver, surtout pour l'eau de vie, que la coupe va changer. D'une fois à l'autre, on va faire des distillations fractionnées qu'on va regarder, puis on va changer la quantité de tête, la quantité de queue qu'on va sortir pour rapetisser le cœur selon les batchs. Parce que nous, comme je disais, on part d'une matière première. La matière première n'a pas été récoltée dans le même contexte. Ça vient pas du même rucher, ça vient pas de la même place. Fait que des alcools un peu moins intéressants qui sont dans les têtes ou dans les queues, il peut en avoir un peu plus ou un peu moins, dépendamment de ben des facteurs. Le taux de glucose, le taux de fructose, la façon qu'on l'a fermenté. Parce que, tu sais, moi, quand je pars, la plupart des industriels, quand ils décident qu'ils font une batch, ils l'ont le lendemain. Là. Le lendemain, ils l'ont. Ils ont reparti leur alcool de base. Moi, quand je décide que je fais une batch, si je pars du miel, mettons que je dis pas que je suis parti des abeilles, mais je pars de mon baril de miel, j'en ai pour 1 mois et demi avant de réussir à sortir mes bouteilles. Là. Parce que j'ai 1 mois de fermentation, plus la distillation, plus la deuxième distillation, plus le temps de repos après ça pour réussir à le faire maturer un peu. Puis là, on parle pour un produit frais. Là, on commence en plus à faire les brandés, on commence à travailler de l'eau de vie qu'on va vieillir en barrique. Là, on parle en plus de ça, quelques mois en barrique au minimum ou jusqu'à quelques années, là, éventuellement. Là. Là, le prochain projet, c'est un beau grand chai pour réussir à en vieillir beaucoup, mais en même temps, en ce moment, ça ne donnerait rien, je n'ai pas les ruches nécessaires. Il faut que je grossisse le cheptel. Là. Ça, j'en ai pas parlé, mais de mes 4 ruches de ma première année, la deuxième année, quand j'ai décidé que je décollais, j'ai acheté 50 ruches que j'ai divisées, que j'ai monté à peu près à 100. Puis ensuite de ça, l'année suivante, j'ai grossi un peu. Pour là, en ce moment, on est rendu à peu près à 450 ruches. Fait qu'à 450 ruches, je fournis un bon marché de détail, plus les hydromels spiritueux que je fais en ce moment, mais je suis limite. Là. Je suis limite, fait que cette année, on commence à grossir le cheptel. On va essayer de monter jusqu'à 800 ruches. Puis la raison aussi que je veux pas passer par le réseau des SAQ puis de vendre à la grandeur de la province, c'est que si je me mets à faire ça, il faut que j'aie plus de ruches. Fait qu'il faut que je grossisse beaucoup au niveau des ruches, puis je sais que je vais finir par moins aimer ma passion des abeilles. Moi, j'aurais pas de fun d'avoir 2000 ruches. Même à 800 ruches, là, ça va commencer à être lourd un peu des fois. Là. Parce que, tu sais, on finit par faire le même move dans chacune des ruches. Fait que, tu sais, la passion, c'est pour ça que moi, j'ai le goût de rester un peu plus petit, de ne pas avoir besoin d'avoir 2000 ruches, mais que chaque bouteille soit un peu plus rentable pour moi. Donc, que vous veniez la chercher directement à distillerie. C'est ça le but. Et là, c'est une autre question qui s'était soulevée. C'est à 400 ruches, est-ce que tu es tout seul à faire tout ça ou tu commences à te bâtir une équipe là, d'employés? Non, ça prend une équipe. Nous autres, en été, on est à peu près une quinzaine de personnes, avec la buvette, évidemment, là, la buvette, la boutique, toute la transformation, puis les ruches. Puis en été, comme en hiver, comme en ce moment, là, on est 7 en ce moment. Fait qu'on est 7 à travailler temps plein. À travailler sur ce qui se fait déjà en ce moment, puis je dirais qu'en permanence, il y a quasiment la moitié de l'équipe qui travaille sur ce qui s'en vient aussi. Les projets de recherche et développement, on a de la construction. Je dirais, si on n'avait pas à tout bâtir, parce que moi, je suis quelqu'un de vraiment très, très polyvalent. C'est un défaut et une qualité. C'est une qualité parce que je suis capable de tout faire, mais c'est un défaut parce que ça fait que je décide que j'ai le goût de tout faire. Là. Après ça, parce que je fais tout, la miellerie, le bâtiment qu'on a fait ici, c'est une belle grosse grange patrimoniale, c'est vraiment cute. Puis on l'a bâti de nos mains, on l'a tout fait nous autres mêmes. Là, on est rendu à 8000 heures de nuit après ça. Fait nous autres mêmes. Fait que si tu as 8000 heures-là, probablement que si je m'étais lancé directement dans le domaine des alcools, ben là, au lieu d'avoir juste un gin puis une eau de vie, ben j'aurais déjà des brandés, j'aurais déjà d'autres choses. Mais une progression lente, ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce que ça fait partie de mon trip. Comment je dirais ça? Je fais pas. Tout le monde fait ça pour gagner sa vie, tout le monde fait ça un peu pour l'argent. Mais moi, quand j'ai un produit qui marche et que je réussis à avoir une partie de mon entreprise qui est rentable, ma plus grosse récompense, c'est que je vais avoir assez d'argent pour partir d'autres choses, pour décoller d'autres choses. Moi, mon but, c'est de créer. Je carbure à ça. Je carbure à l'accomplissement d'avoir créé quelque chose. Puis quand le monde sort d'ici, ils me tapent dans le dos et ils disent « Wow, on est chanceux d'avoir ça en Abitibi, merci. » Puis moi, c'est à ça que je carbure. Et il faut quand même que je fasse l'épicerie et que j'envoie mes enfants aux études, là, mais, mais c'est loin d'être ça qui me motive. Fait que le gars qui faisait de l'automatisation, il s'achète un alambic polonais à peu près automatisé. Ouais. Puis après ça, là, tu crées un eau de vie,
puis de l'eau de vie, tu redistilles, tu fais un gin. Fait que parle-moi de, si je goûte à ton eau de vie, à quoi je m'attends. Ben, l'eau de vie, c'est drôle, hein, parce que moi, j'ai fait le développement contraire. J'ai quand même commencé par faire le gin pour être sûr d'être plus grand public, parce qu'il n'y a pas un si grand public que ça qui tripe sur les eaux de vie. Et pourtant, c'est vraiment trippant les eaux de vie, la subtilité, ce que tu peux aller chercher dans une eau de vie. Mais puis elle est même pas encore sortie, mon eau de vie. On vient de commencer à l'embouteiller la semaine prochaine. C'est comme un scoop qu'on a là. Fait que là, je te la montre, là. Fait que l'eau de vie, c'est la grande dérive. Fait que c'est ça ici. C'est une eau de vie de miel. Fait qu'on part du miel. Puis, je vais faire une première fermentation de mon miel. On va se créer un hydromel aux alentours de 13-14 %. On travaille quand même assez haut. Puis de cet hydromel-là à 13-14 %, on va faire une première distillation. Souvent, les gens qui vont une eau de vie vont faire juste une distillation, peut-être et que. Parce que nous, on va faire quand même un stripping. On va faire une première distillation qu'on va garder tout. Évidemment, on va enlever le méthanol, mais dans le miel, il y a zéro méthanol, il n'y en a pratiquement pas. On pourrait tout garder, mais on l'enlève quand même par principe. Ensuite de ça, on va faire une deuxième distillation, puis c'est à la deuxième distillation qu'on va faire nos coupes. C'est là, pour notre eau de vie, qu'on va rapetisser le cœur jusqu'à se débarrasser des alcools qui sont moins intéressants. La plupart de ta clientèle, du monde qui écoute ça, connaissent un peu, là, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on va faire une distillation, les premiers alcools qui sortent, on va bouillir très, très, très lentement. Les premiers alcools qui sortent, ça va être des alcools qui vont être moins intéressants, qui vont être moins bons au goût, mais qui vont se mélanger dans un produit comme dans un gin. On va garder beaucoup plus, on va enlever très peu de tête, très peu de queue, parce que de toute façon, il y a une aromatisation, puis il va y avoir le genévrier, il va y avoir beaucoup de choses qui vont venir prendre le dessus, puis que l'infime fraction d'alcool un peu moins intéressant va être noyée là-dedans, puis ça n'apparaîtra pas. Tandis que dans une eau de vie, on est vraiment dans le produit pur. Là, il faut garder juste le cœur. Contrairement, tu sais, l'eau de vie devrait coûter plus cher que le gin, mais elle coûte moins cher. Ça pourrait coûter plus cher, étant donné qu'il est plus dur à faire, qu'on garde, on se débarrasse de plus de produits. Mais dans les spiritueux, il y a un petit peu ça que je déplore. Il y a beaucoup de mode, il y a beaucoup tu sais, on n'est pas autant dans la pureté de l'acte, je trouve. Mais c'est pas grave, c'est pas si important. Tant que les gens trippent. Ça reste le bonheur de quand tu as ça dans la bouche, de réussir à avoir du fun avec des amis, de réussir à tripper sur un produit, puis à reconnaître. Parce que, tu sais, moi, et dans mon gin et dans mon eau de vie, je rajoute pas de miel post-distillation. Fait que c'est des produits complètement secs. Quand je l'ai développé, j'étais convaincu, quand j'ai commencé à faire mes tests, j'étais convaincu que mes produits seraient des produits sucrés, que je ferais un resucrage après, post-distillation. Puis finalement, la pureté du produit est plus trippante, c'est plus intéressant quand on le fait pas. On n'a pas autant le rappel du goût du miel, mais on l'a. Mais tu sais, un bon vin, ça goûte pas le raisin. Un bon gin de miel, ça goûte pas le miel. Une bonne eau de miel, ça goûte pas le miel, mais ça goûte une altération, une transformation, quelque chose qui est parti du miel. Fait que, tu sais, quand les gens vont goûter, le miel donne un alcool qui est quand même assez beurré, qui est assez rond, qui est vraiment intéressant au niveau de la texture. Puis, on a un rappel du miel, mais il faut quasiment se convaincre. OK, ouais, ça doit être ça le miel, on ne sait pas trop. Mais après ça, on va goûter un autre alcool de miel, puis on va le reconnaître. L'alcool de miel de quelqu'un d'autre, il y a des similarités, puis il y a des bonnes différences aussi. Comme dans le vin, comme dans n'importe quoi. Pourquoi? Parce que c'est le terroir. C'est là que c'est trippant. Puis c'est là que, moi, j'essaie toujours de convaincre le monde, aller vers les produits des artisans. Quand on va vers le produit d'un artisan, on est rendu plusieurs à distiller les alcools de miel. Mais quand on prend plusieurs alcools de miel un côté de l'autre, il y a des choses, il y a des similitudes, puis il y a des différences. Puis la beauté de ça, c'est justement qu'on est parti, même une eau de vie faite ici, puis une eau de vie faite, une eau de vie non aromatisée, je parle, parce que moi, mon eau de vie, c'est une eau de vie pure non aromatisée pour l'instant. On verra si on en fait d'autres, là. Mais là, on voit qu'il y a une différence. C'est là qu'on est dans le terroir. C'est là qu'on est capable de dire, il y a une différence sur le territoire ici. À Kings Falls, ça goûte ça une eau de vie. En Abitibi, ça goûte ça une eau de vie. C'est ça qui est trippant, là. Les deux sont partis du miel, pourtant. Les deux sont partis du miel, mais ça, c'est du miel. Il y a de la sclépiade au travers. Nous autres, ça va être dans le trèfle, ça va être dans l'épilogue. Ça crée des miels différents, les techniques de fermentation, les techniques de distillation, ce qui fait qu'on n'a pas un produit uniformisé. C'est la beauté de la chose. C'est ça qui est trippant. Là, tu as fait référence à Kings Falls, à Mielery King, là, des tripeux aussi. Fait que j'imagine que tu as communiqué avec eux autres un peu aussi pour justement savoir où est-ce qu'ils sont allés. Y a-tu des pièges à éviter? Y a-tu parce qu'ils sont vraiment sympathiques, puis je suis sûr qu'ils sont ouverts à partager, là. Fait que ça fait partie de ton processus un peu.
Ah oui, moi, je suis sur l'association des producteurs d'alcool hydromel avec cette gang-là. C'est une belle gang, c'est trippant, là, c'est le fun, c'est beau ce qu'ils ont fait, c'est beau leur développement d'entreprise, c'est trippant. On est plusieurs, là, parce qu'il y a eux autres, il y a Mielerie Charlevoix aussi, dans les spiritueux. Voyons. Est-ce que Mac, à Mirabel, est là-dedans? Oui, à Mirabel, ils en font aussi. Eux, j'ai moins eu de contact, ils ne sont pas dans l'association, fait que je les vois moins. Puis il y a une autre gang que je ne me rappelle plus son nom, puis je suis déçu pour me rappeler. Ali Gougou. Voyons, Miel Nature. Miel Nature, ils en font aussi. OK. Fait que, il y en a plusieurs. On est rendu 5, 6, 7 peut-être. On est rendu plusieurs à faire ça, puis c'est ça. C'est la beauté de la chose, là. Puis on crée toutes des choses complètement différentes. C'est ça qui est trippant. Yes. Puis, ton gin, j'imagine que tu peux récupérer un peu les têtes des queues de ton eau de vie, puis tu repars aussi avec un autre batch d'alcool là, que tu vas garder plus. Quel genre de gin que ça donne? T'es-tu allé dans le forestier parce que c'est ça qui t'entoure le plus ou? Oui. On est dans un gin forestier boréal, mais pas de sapin. Je trouvais qu'il y en avait déjà en masse au sapin. Fait que oui, dans le genévrier, mais on est dans le mirique baumier. Puis tu sais, moi, quand j'ai commencé, quand j'ai pris la décision, OK, on va faire un gin, puis j'ai essayé de me poser la question, c'est quoi qui est représentatif du territoire? Qu'est-ce qu'il y a ici? Là, je me suis imaginé quand je pars en kayak dans le bord des rivières, ici, il y a beaucoup, beaucoup de ça du Mérique-Beaumier. Le Mérique-Beaumier, c'est un peu nos mangroves ici en Abitibi. Pas juste en Abitibi, probablement, là, mais moi, je connais mon territoire à moi. Là. Mais quand on part en kayak, là, puis les rivières à monter et à descendre, là, les arbres qui ont ça, qui ont des racines dans l'eau, c'est le Mérique. Puis quand tu arrives au bon temps de la saison, c'est tellement, tellement odorant. Tu passes là-dedans, là, puis moi, quand j'ai décidé que j'allais faire un gin, puis je me trouvais original, finalement, tout le monde en met dans le gin. Je me suis comme pas par voir, mais ça me dérange pas. C'est un peu ça que je disais tantôt. Je cherche pas nécessairement l'originalité. Je cherche l'authenticité, je cherche d'être dans le territoire, d'être dans la place. Ce qui fait que je pense avoir moins besoin de créer de buzz ou de faire bien des produits. Je pense que je peux me permettre un développement plus lent parce que le monde va se déplacer pour bien des raisons. Ils vont se déplacer pour les spiritueux, pour les hydromels, mais pour la boutique, pour le safari, pour la buvette aussi. Fait que, ça devient un tout qui est plus ancré, qui est plus enraciné dans le territoire. Je reviens tout le temps avec ça, mais moi, c'est ça, là, de l'occupation de territoire. Je veux que le monde se déplace. Je veux qu'il recommence à se passer de quoi dans nos campagnes. Que ça ne soit plus juste une ferme par an, qu'on revienne à ça bouge, il y a du monde partout. Hey, je l'ai dit une couple de fois, là, mais c'est vraiment le fun de parler avec toi. Je te connaissais pas du tout. C'est grâce à quelqu'un qui a partagé ton nom. Demandé, il a dit ça pourrait être intéressant comme podcast. Puis bon, je t'ai contacté, j'ai réussi à c'est un rendez-vous un matin. Mais c'est une vraie passion qui se dégage, puis j'ai vraiment hâte d'aller te rencontrer. Là. Super. Ben, merci. Mais en attendant de se rendre dans ton coin, j'invite tout le monde à au moins aller liker votre groupe Facebook. Votre page Facebook pour être au courant de ce qui s'en vient. Puis parlant de ce qui s'en vient, tu as parlé de peut-être un brandy, mais il faut que tu bâtisses un chai avant. Sur quoi d'autre là, que ton équipe travaille sur l'avenir? Parce que tu dis qu'il y a tout le temps une moitié de l'équipe qui travaille sur qu'est-ce qui s'en vient bientôt. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre là, à part le four à pizza cet été? Je dirais, le gros du développement, c'est dans les hydromels en ce moment. Là, on sort l'eau de vie, puis on commence à faire des tests de liqueur, peut-être de crème aussi. Mais ça, on commence à faire des tests. Je dirais que c'est plus au niveau des hydromels. On va avoir un hydromel épicé qui va sortir bientôt. Puis, tu sais, les hydromels, je n'ai pas parlé beaucoup. Je sais que c'est un podcast plus de spiritueux, là, mais les hydromels, ça existe de toutes les sortes. Puis souvent, les gens vont dire « Ah, l'hydromel, moi, j'aime pas bien ça. » Là, je me demande « Ah, comment ça? C'est quand la dernière fois tu as goûté à ça? Ben, il y a plusieurs années, puis je trouvais ça trop sucré. » Je dis, OK, bon, ben, ça veut dire que toi, la première fois que tu as bu un Baby Dog dans ta vie, tu t'es dit du vin, c'est pas bon. Mais non. Fait que, tu sais, si tu n'as pas aimé le Baby Dog, tu as continué à boire du vin quand même. Ben, l'hydromel, c'est la même chose. Parce que l'hydromel, la matière première est trop sucrée pour les levures. Il faut déjà la diluer. Ça, ce que ça veut dire, c'est que les possibilités sont énormes. On est capable, quand on fait de l'hydromel, de faire un hydromel hyper sec. On peut le faire sucré, on peut le faire à 4 d'alcool, on peut le faire à 20 en le fortifiant. Fait que ça peut partir dans toutes les gammes. Fait que la beauté de la chose, c'est ça. C'est tout le développement possible en arrière de ça. Au niveau des hydromels, au niveau des spiritueux aussi. Puis là, je dirais que là, j'ai quelques hydromels. Puis dans les cocktails qu'on fait ici à la buvette,
Il y a probablement cet été, on fait des tests en ce moment pour réussir à voir les tenues, les temps, puis que ça a l'air de quoi en canette, mais il y a probablement des prêts à boire qui vont sortir cet été. Des cocktails qu'on fait ici à la buvette. Nos 2 meilleurs cocktails que le monde triple le plus, là, on va probablement mettre ça en canette pour avoir un prêt à boire. Là, tu parlais de... Sinon, il y en a plein d'autres projets. On va s'en garder un peu pour tard. En tourisme aussi, parce que moi, comme je disais, je suis multi-département, multi-passion. Puis là, en tourisme, je tripe vraiment fort de remplir la place de monde, de réussir à faire ça en Abitibi en plus, parce que avec le site qu'on a développé, si on était proche d'un très grand centre, je pense qu'on vivrait juste de tourisme parce qu'on a vraiment fait de quoi. J'ai l'air de me vanter, je m'excuse, là, mais je le fais, puis ça m'arrive. Mais on a vraiment parti de quoi de vraiment de trippant. Puis il y a encore des choses vraiment trippantes. On va probablement embarquer dans l'hébergement alternatif. Il y a plein de choses qui vont arriver. Parce que là, en ce moment, le monde prend un verre, mais il y a quand même pas mal de routes à faire. Là. Fait qu'ils en prennent juste un. Fait qu'on veut être capable de les faire dormir sur place pour qu'ils en prennent un deuxième puis un troisième. On va travailler ça. Ça aussi, c'était dans mon questionnement pour mes vacances de cet été. Y a une place pour dormir pas loin, mais au fil des années, ça va s'amener chez vous direct. Là. Ouais. Sinon, il y en a quand même. Là, je veux dire, il y a des hôtels aux alentours, il y a des petits camps dans le bois. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, mais il en manque. De l'alternatif en Abitibi, il en manque. Puis ça commence à se développer pas mal. Des petites bulles ou des affaires différentes, différenciées, là, ils commencent à en avoir tranquillement. On va embarquer là-dedans, nous autres aussi. À t'écouter, là, je risque d'essayer de convaincre ma femme de passer dans ton coin cet été. Là. Ah, cool. Les enfants vont triper au safari aussi. Fait que ça risque de s'aligner pour ça. Super! Fait que je remercie aussi tout le monde qui a écouté le podcast jusque-là. J'espère que vous avez trippé autant que moi parce que moi, j'ai vraiment trippé à écouter David. Un gros merci. C'était vraiment une super rencontre ce matin, David. Belle job, puis une belle passion que tu dégages. C'est vraiment cool. Merci, Patrick. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de vous partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.